T'as vu, tu apparais dans le petit Oui, générique. j'ai vu que j'étais au centre en plus. En plus, mais oui, mais oui. Être libre. L'interview psy d'Éric Remacle. Bonjour, ravi de vous accueillir pour cette quatrième émission de Être libre, après le docteur Éric Leridan, le premier invité, après Patrick Passin, qui est réalisateur, auteur et producteur, après le docteur Louis Fouché. Je suis très heureux aujourd'hui d'inviter Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un invité que j'admire beaucoup, complexe à présenter parce que il est à la fois auteur de livres à succès. Je me souviens, j'avais acheté son livre Relations et jeux de pouvoir, son premier livre, je pense, en 93, il y a bien longtemps en Belgique. Et puis, il est également formateur et lanceur d'alerte. Et aussi, donc, il est devenu une figure emblématique de la résistance, un gardien de l'humanité, comme il aime le dire. Je pense que ce terme, gardien de l'humanité, ça vient de lui. Alors, pour le situer dans sa démarche qui le caractérise, euh, bon, on peut dire d'abord qu'il a fait des études en physique et en philosophie, très intéressant. Et puis, c'est à la fois un fils spirituel, je trouve, de Jung, qui l'a énormément inspiré dans ses travaux, dans sa façon de réfléchir, et puis également d'Edgar Morin, qu'il a aussi beaucoup façonné avec sa transdisciplinarité, et peut-être aussi, on pourrait dire, un peu de Socrate, parce que je trouve que c'est un remarquable accoucheur de conscience. Vous allez voir. Alors, ce que j'apprécie aussi personnellement beaucoup chez lui, c'est trois choses. Tout d'abord, ben, c'est vraiment un être libre. Je trouve qu'il incarne vraiment bien le titre de l'émission. Il est incorruptible, il est totalement imperméable à la corruption, parce que son parcours de vie le prouve. Il aurait pu facilement rester dans une vie très aisée en étant auteur à succès et formateur à succès s'il n'avait pas écouté sa conscience. Puis ensuite, j'apprécie beaucoup son approche pédagogique. Je trouve extrêmement clair. Je suis très sensible à ça. Et puis, c'est aussi un étudiant internel, un bosseur. Je me souviens dans une interview récente sur le sujet des vaccins, par exemple, c'est pas un livre qu'il va étudier pour se faire une idée sur la question. C'est pas 10 livres. Il en a étudié plus de 80. Et quand il étudie, il prend des notes. Donc, un débat avec lui, avec un médecin, ce serait magnifique, évidemment, mais je pense qu'il n'ose pas. Les débats contradictoires sont de plus en plus rares, vous avez remarqué. Et puis enfin, une dernière raison pour laquelle j'apprécie beaucoup, c'est qu'il ne fait pas que pointer du doigt les totalitarismes, les manipulations, mais également il offre énormément de solutions pratiques. Je vous mettrai les liens en bas de la description dans la description de la vidéo. Tout ça pour grandir en autonomie et, selon ses mots, réenchanter le monde et créer de nouveaux paradigmes de vie. Donc Jean-Jacques, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci d'être là. J'espère que ma présentation était correcte. Merci Eric. Et écoute, l'introduction que tu viens de faire me fait penser à une conférence que j'avais suivie il y a pratiquement 40 ans. Et c'est une conférence où la personne qui organisait et qui invitait, alors je ne sais plus, mais c'était dans le cadre c'était une conférence religieuse en tout cas, parce que c'était un prêtre qui était invité. Et la personne qui faisait l'introduction était tellement élogieuse que le conférencier a commencé par dire, écoutez, les prières d'un couvent complet de carmélites ne suffiraient pas à effacer le péché d'orgueil que vous venez de me faire faire. La conférence avait commencé comme ça, tout le monde avait éclaté de rire, évidemment. Non, mais merci en tout cas pour cette introduction, parce que effectivement, je pense que tu as été assez fidèle à ce que j'essaye d'être, en tout cas, et ce que je m'efforce d'être depuis plus de 40 ans maintenant. Simplement une petite précision, c'est que ma vocation n'a jamais été celle d'un lanceur d'alerte. Je l'ai fait par nécessité, et on dit que parfois nécessité fait loi, parce que en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout apporter des moyens qui permettent aux individus de vivre une vie plus consciente, plus autonome, plus libre et plus responsable. Et je dirais que si j'ai dû m'engager à plusieurs reprises pour dénoncer des dérives, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la vaccination, de la cancérologie, mais aussi de l'économie, etc., c'est tout simplement parce que je me rendais compte qu'à un moment donné, le contexte dans lequel nous vivons nous empêche quasiment matériellement de poursuivre cette quête d'autonomie, de responsabilité, de conscience. Et donc c'est là où j'ai pris sur moi de faire quelque chose qui, sincèrement,
ne correspond pas à ce que je suis. Il y a des journalistes qui peuvent passer leur vie entière à faire des investigations, à dénoncer les saloperies qui existent dans le monde. Moi, ça ne fait pas chanter mon cœur, sincèrement. Mais je le fais par nécessité. C'est ça, et puis c'est un élan, tu pouvais pas faire autrement, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. exactement. Ok. C'est Emmanuel Kant, hein, puisque bon, j'ai fait 2 années d'études en philosophie après mes études en physique, Ouais. et c'est Emmanuel Kant qui disait à un moment donné de notre vie, il y a un tu-dois auquel on ne peut se soustraire. Et pour moi, il y a eu plusieurs occasions comme ça dans ma vie où c'était plus fort que moi. Il fallait que je m'engage dans un combat. Je ne pouvais pas faire autrement, quoi. Alors tu dis, il y a un tu-dois qui est plus fort que tout, et ça m'amène à te poser une question, là, comme ça, à brûle-pourpoint, sur un sujet qui me passionne. Est-ce que, Jean-Jacques, tu crois au libre arbitre? C'est une question très très complexe, hein, la question du libre arbitre, parce que je dirais moi j'ai commencé un travail sur moi, hein, ce qu'on appelle un travail sur soi, en janvier 1983, donc ça fait plus de 41 ans, je dirais, que je chemine intérieurement. Et que j'essaye de ramener de plus en plus de conscience dans ma vie. Et plus j'avance, plus je suis conscient de tous les déterminismes dont je suis le résultat finalement. C'est-à-dire que ma façon de penser aujourd'hui, est-ce qu'elle vient de moi? Non, elle vient de ma rencontre avec l'œuvre de Carl Gustav Jung, avec ma lecture des livres de Carlos Castaneda à l'époque où j'avais entre 20 et 30 ans, ma rencontre fondamentale avec Edgar Morin en 1984, j'avais 23 ans, ma rencontre avec Socrate et ma rencontre avec plein d'autres personnes. C'est-à-dire que finalement, comme le disait, je ne sais plus, c'est un philosophe du XVIe siècle qui disait: nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants qui nous ont précédés, et c'est parce que nous sommes juchés sur les épaules de ces géants que nous pouvons peut-être voir plus loin, mais soyons reconnaissants de tous ces géants qui nous ont précédés, ces géants de la pensée, ces géants de la spiritualité. Est-ce que c'est pas Spinoza qui disait ça? Non, c'est bien plus ancien que cela. C'était un Bernard de je ne sais plus quoi. Okay. Mais je me souviens de cette citation qui est extraordinaire. Mais tout ça pour dire que finalement, où est mon libre arbitre? Où est ma liberté? C'est-à-dire même la manière dont je parle pour l'instant, la manière dont je fais des gestes. Je me surprends parfois quand je conduis une voiture à poser, c'est un petit détail, mais c'est pour te montrer, à poser mon coude sur la fenêtre et avoir ma main comme ça. Et puis me souvenir qu'en fait, quand j'étais petit, je voyais mon père faire cela. Mais mon père humait la paume, le dos de sa main pendant qu'il conduisait. Donc, où est ma liberté là-dedans? Alors, je pense quand même qu'il y a un libre arbitre, parce qu'en fait, nous sommes la somme de plein de déterminismes personnels, culturels, historiques, intellectuels, etc. Toute une série aussi de déterminismes émotionnels, expérientiels, c'est-à-dire que tous les traumatismes que nous avons vécus plus ou moins fortement dans notre existence, parce qu'on a tous vécu des traumatismes. Moi j'ai probablement vécu des traumatismes très légers, mais il y a des personnes qui ont des traumatismes très lourds. Tout ça, ça nous détermine. Mais au milieu de tout ça, c'est un peu comme si on avait dans notre main des cartes à jouer. Ouais. On ne choisit pas les cartes finalement. Ces cartes, ce sont nos déterminismes. Mais la manière dont on va jouer avec ces cartes, c'est peut-être là que se trouve le libre arbitre. Donc oui, il y a un libre arbitre dans les choix que nous faisons, mais ce libre arbitre est d'autant plus présent que notre conscience va être... Oui, les choix deviennent de plus en plus éclairés, de plus en plus éveillés. Exactement. Et c'est d'ailleurs ton approche d'éveiller les consciences en apportant de la souveraineté, de l'autonomie. À ce propos, il faut que je te dise que moi, donc, tu sais, je te connais depuis 25 ans. La première fois que je t'ai vu, c'était à une conférence à Bastogne, en Belgique, dans le fin fond des Ardennes belges. Ça ne nous rajeunit pas.
Et puis, j'avais lu ton livre donc en 93, Relations jeu de pouvoir, que j'avais trouvé donc très clair, pédagogique. Et puis ensuite, j'ai suivi tout ton investissement pour faire connaître et rendre justice au docteur Hammer, qui prouvait que l'on peut guérir du cancer. Il a été persécuté pour cela. Et j'avais également vu le film que tu avais réalisé à ce sujet, puisque tu es devenu réalisateur. Et puis ensuite, il y a eu la grippe H1N1, hein, pour retracer un peu l'historique. Tu disais, comme tu disais, t'as pas eu le choix. En fait, il y a un élan du cœur pour lutter contre les manipulations et les jeux de pouvoir qui avaient pour but, dans ce cas-là, de la part des médias et des gouvernements, de générer de la peur et puis de vendre un, entre guillemets, vaccin. Et avec le recul, on voit que tu avais eu bien raison de lancer cette alerte. Et puis en 2020, tu as été dans les premiers à voir aussi la manipulation des médias et des gouvernements par rapport au Covid. Et là, je t'ai suivi également pendant toute cette période, notamment avec tous les jeudis, je crois que c'était tous les jeudis, l'info en question, donc cette émission qui était là pour réinformer. Et c'était en plus, je pense, le même soir que les émissions du Conseil scientifique indépendant avec Louis Fouché. Et donc le choix était difficile parfois, donc je devais souvent regarder une des deux émissions en différé. Alors pour ton info, hier j'ai envoyé à mon canal Telegram, j'ai un canal Telegram pour une réinformation constructive, pour lutter contre la désinformation des médias et des gouvernements. Et donc j'aurais posé une question, qu'est-ce que vous aimeriez que je pose comme question à Jean-Jacques Rêvecoeur? Et j'ai eu quelques questions, je te les dirai à la fin de l'émission, mais surtout j'ai eu énormément de remerciements, c'est pour ça que je voulais voilà, pour ça j'ai fait tout ce détour pour te parler de ça. J'ai eu énormément de remerciements des gens qui m'ont dit que parce que ta position, tes prises de position, les risques que tu as pris, ça les a énormément aidés pour tenir, pour avoir de l'espoir. Ils se sont sentis moins seuls. Et puis, tu as donné aussi beaucoup de pistes pour y voir plus clair et pour ne pas être dans l'impuissance, en fait. Donc, vraiment, beaucoup de remerciements. Et ceci dit, Jean-Jacques, une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'en tant que thérapeute, est-ce que c'est notre rôle de dénoncer les propagandes de la peur? Bon, d'abord, moi, je ne me considère pas comme thérapeute, hein, je me considère comme formateur. Je ne suis que formateur, dans le sens où je ne suis pas coach, c'est-à-dire je n'accompagne personne au niveau individuel. Je ne suis donc pas thérapeute non plus. Je suis vraiment formateur. Et pour moi, un formateur, c'est quelqu'un qui apprend aux gens à pêcher, voilà, plutôt que de pêcher avec les gens ou de leur apprendre, ou de leur apporter des poissons, ce qui serait encore pire. Moi, c'est voilà, je vous donne des outils. Et je ne vous donne que les outils que j'ai expérimentés moi-même. Donc en fait, ça fait partie de mon éthique depuis, je dirais depuis maintenant 35 ans, puisque ça fait 35 ans que je suis formateur professionnel. Ça a été, je n'ai jamais voulu enseigner que des choses que j'expérimente moi-même. Pourquoi? Parce que si on veut transmettre des choses qu'on a entendues mais qu'on n'a pas fait repasser par le filtre de notre propre expérience, je pense qu'on ne peut pas véritablement aider les personnes qu'on accompagne. Ça reste finalement une attitude à ce moment-là de perroquet. Et pour moi, je respecte trop mon public pour leur donner des choses en disant ouais j'ai entendu dire que ça marche, alors essayez-le quoi. Non, je vais d'abord l'essayer, ce qui me permet aussi d'aller beaucoup plus en profondeur dans la compréhension de pourquoi ça marche et quelles sont les conditions qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Dans ce cas-là, excuse-moi je te coupe, mais est-ce que tu es d'accord pour dire qu'un bon thérapeute ou un bon formateur, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu, qui a intégré, mais qui a aussi beaucoup souffert? Est-ce que ça a été ton cas? Alors, est-ce que j'ai beaucoup souffert? Bon, je dirais comparativement à beaucoup d'autres personnes, non, je n'ai pas beaucoup souffert. Par contre, j'ai vécu un certain nombre d'épreuves. Et je pense que effectivement, un thérapeute ou un formateur sera d'autant plus efficace qu'il aura traversé des épreuves. Mais une épreuve peut très bien être simplement un challenge, hein. Pour moi d'ailleurs étymologiquement épreuve, hein, c'est exprobere en latin, c'est faire la preuve, c'est sortir la preuve, hein. Ex c'est hors de, et probere c'est éprouver, c'est tester en fait, hein.
l'épreuve nous teste et nous révèle à nous-mêmes. Donc finalement, on n'a pas nécessairement besoin de souffrir systématiquement à travers les épreuves. Par contre, on a besoin de faire la preuve. Prouve-moi que tu es cohérent entre ton discours et tes actes. Au Québec, on a une expression qui est vraiment délicieuse, qui est « est-ce que tes bottines suivent tes babines ?» Donc, est-ce que tes actes, finalement, suivent ce que tu racontes? Et pour moi, c'est ça qui fait la grande différence d'un bon thérapeute ou d'un bon formateur par rapport à quelqu'un d'ordinaire, je dirais, qui va pas faire trop de dégâts, mais qui va pas être très aidant non plus. C'est « est-ce que tu me prouves que tu as été capable de traverser des épreuves. » Ce qui veut dire que, par exemple, j'ai souvent été sollicité par des gens qui avaient des addictions à l'alcool, à la cigarette, et à toute une série d'addictions. Comme j'ai jamais connu ça, des addictions, je me suis jamais improvisé formateur pour aider les gens à sortir des addictions. Parce que je sais pas comment ça marche. Parce que je sais pas ce que c'est être addict à l'alcool ou à la cigarette. J'ai aucune dépendance. Bah, j'ai pas dit que j'avais aucune dépendance. J'ai dépendance à l'eau. Ah, c'est bien ça, quand même. Mais ça, tous les êtres humains ont une dépendance à l'eau. J'ai vécu des dépendances affectives pendant ma jeune vie d'adulte, je dirais certainement jusque vers 40 ans. J'avais une véritable dépendance affective, c'est-à-dire je me sentais perdu chaque fois que ma femme partait quelques jours et là je savais plus quoi faire, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu traverser. Donc ça, je peux enseigner, effectivement. C'est peut-être pour ça que tu as écrit ton livre Relation et jeu de pouvoir, parce que ça va tellement loin dans le décodage de la relation. Je trouve ça très beau. J'imagine que ça vient aussi de là, de ces épreuves-là, peut-être. Oui, bien sûr, ça je le raconte, ce n'est un secret pour personne. Je raconte que je me suis marié, donc mon premier mariage c'était le 11 septembre 1982. Je venais d'avoir 21 ans, elle venait d'avoir 22 ans, elle avait 22 ans et demi, et on s'est mariés. C'était très très important pour nous ce mariage. 3 mois plus tard, le 5 ou 6 décembre 1982, elle avait rappelé ses parents et on était en instance de divorce. Et donc ça a été un choc pour nous. Ça a été le démarrage de tout ça. Parce que moi, à l'époque, j'étais étudiant en physique, j'étais extrêmement brillant. Tout le monde me voyait faire une carrière de professeur d'université en physique. Et moi aussi, d'ailleurs, je me voyais faire une carrière comme ça. Et je dirais que cette épreuve du couple qui vole en éclats après 3 mois de mariage, où finalement on a pris la décision de rester ensemble et de dire c'est pas possible, il faut qu'on réponde à la question, mais pourquoi et comment, malgré toutes les bonnes intentions du monde, on en arrive à détruire notre relation en 3 mois. Et c'est ça qui nous a amené, Ananou et moi, à faire une démarche très approfondie d'auto-observation. Parce qu'à l'époque, on avait peu de ressources. Oui, il y avait juste Jacques Salomé, ce genre de choses. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs, c'est une petite anecdote comme ça en passant, c'est que on ne s'est pas tourné vers les théories de communication pour essayer de résoudre notre problème. On s'est plus tourné vers la psychanalyse, on s'est tourné vers l'approche systémique, donc les travaux de Virginia Satie, et puis évidemment Edgar Morin. On s'est tourné vers aussi une approche plus spirituelle de comprendre les lois de la spiritualité, etc. Mais surtout d'être les observateurs de notre propre dynamique de couple. Et régulièrement, lorsque on s'engueulait comme ça et que ça dégénérait, etc. Une fois que c'était calmé, on prenait chacun un carnet et on mettait par écrit ce qu'on avait retenu de ce qu'on s'était dit l'un l'autre, et c'était très très intéressant et c'était très choquant en même temps, parce que quand je disais oui mais quand je suis rentré j'ai commencé par te dire ceci, et elle me dit bah non, tu m'as pas dit ça, tu m'as dit ça. Mais non, mais attends, c'est pas ça que je t'ai dit. Oui mais en tout cas tu m'as répondu ça. Mais non, je t'ai pas répondu ça, je t'ai dit oui mais c'est ça que ça voulait dire, etc. Et donc ça a été vraiment un casse-tête pendant plusieurs années avant qu'on ne comprenne finalement la dynamique profonde des jeux de pouvoir. Et c'est ça qui a fait que je suis devenu formateur en 1980. Ça me rappelle toute l'intro du livre, ce que tu viens de dire. Oui. C'était passionnant, je me souviens. Et donc, cette approche scientifique, tu l'as mis sur le sujet des relations.
Oui. D'abord personnel, et puis ensuite tu as été dans le domaine plus sociétal, avec cette compréhension des enjeux actuellement de société. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, dans mes abonnés, il y a des gens qui savent pas, qui sont pas trop au courant forcément des manipulations, des propagandes de l'État ou des mensonges des médias. Et donc c'est intéressant que tu sois là parce que qu'est-ce que tu pourrais dire comme argument là en quelques minutes pour ces personnes qui nous écoutent et qui parce que tu parles parfois de terrorisme d'État aussi, tu vois, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais donner comme argument très simple déjà pour au moins amener à une remise en question sur ces gouvernements et ces médias qui seraient malveillants, donc selon ce que tu te présentes. Mais euh, je, je n'apporterai pas beaucoup d'arguments euh, Ok. parce que par expérience, et là c'est expérience pédagogique, je sais que la meilleure façon de faire cheminer quelqu'un par rapport à certaines de ses convictions ou certaines de ses croyances, euh, c'est de lui poser des questions. Comme Socrate. Voilà. Donc c'est ça qui m'a touché d'ailleurs quand j'ai rencontré la figure de Socrate, parce qu'en fait Socrate, qui était un emmerdeur fini à son époque, c'était quasiment un SDF, hein, donc un sans domicile fixe. Il traînait sur la place publique d'Athènes. Bon, il paraît qu'il avait une femme qui était absolument abominable. C'est d'ailleurs un des rares philosophes qui était marié, hein, parce que si tu regardes dans l'histoire de la philosophie, il y a quasiment aucun philosophe qui était marié. Ils étaient tous quasiment célibataires, mais Socrate était marié à une femme absolument avec un caractère absolument désastreux. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Socrate traînait dans les rues. Dans les rues et sur les places publiques. Bon, ça c'est une anecdote, mais n'empêche que quand les gens, surtout la jeunesse, venaient trouver Socrate en disant hey, Socrate, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je devrais faire lapider ma femme parce que je l'ai surprise en flagrant délit d'adultère, machin, etc. Et à l'époque, quand quelqu'un, enfin surtout quand une femme était surprise en adultère, on pouvait la lapider. Et Socrate ne répondait pas. Socrate disait bon ok regardons ensemble qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu faisais lapider ta femme, qu'est-ce qui se passerait pour elle, qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu ne faisais pas lapider ta femme, etc. Et donc il amenait finalement la personne à tirer sa propre conclusion. Donc moi ce que je ferais, et c'est ce que j'ai conseillé à plusieurs reprises depuis 2020, c'est pour des gens qui doutent du fait que nous sommes en face d'une immense conspiration mondiale visant l'instauration d'un gouvernement mondial unique. Je lui dirais, je lui poserai comme question, par exemple, est-ce que tu as des exemples dans l'histoire où des gouvernements réputés démocratiques ont été malveillants vis-à-vis de leur population, par exemple. Tu vois, ça pourrait être ça. On pourrait commencer par ça. Tu vois, c'est-à-dire de remonter un petit peu dans l'histoire et poser la question de savoir, bah tiens, est-ce que des gouvernements qui se réclament d'être démocratiques, de vouloir le bien du peuple, etc. Est-ce que tu as des exemples à un moment donné d'exaction, de privation des libertés, etc. On peut faire des parallèles, ne fût-ce qu'avec le Troisième Reich. Je rappelle quand même que Hitler a été élu démocratiquement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1933 et 1940 ? Qu'est-ce qui a fait que, etc. Mais on peut prendre d'autres exemples. Voilà, je commencerai par ça. Je demanderai aussi, tiens, est-ce que quelle est pour toi la définition d'une démocratie? Quels seraient les critères pour toi qui te permettraient que nous vivons qui permettraient de dire, bah tiens, ce pays-là, hein, on prend un pays imaginaire, hein, le pays X, Y, Z. Je crois que c'est dans. Est-ce que c'est dans les Tintins où il y a à un moment donné un pays qui n'existe pas? Je pense que Hergé donnait des pays. Le spectre d'autocar. D'autocar, oui. Oui, ou la Sylvanie ou la Colombie, etc. Donc en fait, il inventait des noms pour ne pas avoir d'ennui avec les gouvernements des pays respectifs. Jean-Jacques Goldman a fait la même chose avec sa chanson Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Ouais.
défie tout le monde de chercher de Leidenstadt parce qu'elle n'existe pas. Et Jean-Jacques Goldman dit dans une interview qu'il l'a fait exprès pour que justement on ne puisse pas pointer du doigt et accuser les habitants de Leidenstadt par rapport enfin, de Hambourg ou de Berlin, etc. Bon, donc je reviens. Imaginons un pays imaginaire. Quels seraient les critères qui te permettraient, toi, qui est en train de te poser les questions, ou à qui je pose des questions, ce serait quoi les critères qui permettraient de dire, voilà, oui, nous sommes dans une démocratie. Et puis laisser parler la personne. Et puis dire, bon, ok, essayons d'appliquer maintenant ces critères à ce que tu vis en France, à ce que tu vis en Belgique, à ce que tu vis au Québec, etc., etc. Et tu vois, moi, c'est ce que j'ai appris parce que j'ai aussi une formation en pédagogie. J'ai été chercheur en pédagogie pendant 2 ans à l'université de Namur. Et une des choses vraiment fondamentales que j'ai apprises de mon professeur de pédagogie, qui était le patron du département, qui s'appelait Jean Donnet. Je ne sais pas s'il vit encore d'ailleurs, mais enfin, il était un petit peu plus âgé que moi, donc probablement il doit encore être vivant aujourd'hui. Jean Donnet disait toujours le fondement même de la pédagogie, c'est de s'interposer le moins possible entre les actes de quelqu'un et les conséquences de ses actes. Moi, je trouve ça génial. Pour moi, ça, c'est un des fondements, c'est une des pierres angulaires qui, d'ailleurs, m'a servi beaucoup dans l'éducation de mes 3 filles. Développe un petit peu. Alors, s'interposer le moins possible entre les actes d'un enfant, hein, si je prends l'éducation d'un enfant, et les conséquences de ses actes. Sauf si les actes de l'enfant mettent en danger sa propre vie ou la vie d'autres personnes, bien entendu. Mais sinon, ça commence tout petit. C'est-à-dire que quand j'ai vu ma première fille commencer à marcher à 4 pattes, et puis nous avions une table de salon qui était assez basse, ma femme et moi, et elle commençait évidemment à vouloir grimper sur la table de salon. Bon, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? La plupart des parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont empoigner l'enfant et ils vont le remettre par terre en disant non, attention, tu vas tomber. Bon, c'est pas ça que nous avons adopté comme attitude. Nous, ce qu'on faisait, c'était vérifier si, en cas de chute en arrière, évidemment, parce qu'au début, un bébé qui grimpe pour la première fois sur une table de salon, ben, il connaît pas encore bien les lois de la gravitation universelle, eh bien, on va dégager évidemment les coins contondants, les meubles sur lesquels l'enfant pourrait se faire mal. Éventuellement, on veille à ce qu'il y ait un tapis bien moelleux à l'endroit du salon, etc. Et puis, on laisse l'enfant faire son expérience, de perdre l'équilibre, de tomber en arrière, etc., de se rendre compte que, bon, ben là, il n'a pas fait attention, etc. Mais ce qui fait que, en faisant ça, on n'a pas volé à l'enfant la possibilité d'apprendre de sa propre expérience. Et pour moi, c'est ça la démarche accouchante aussi. Et d'ailleurs, j'ai écrit un bouquin que je vais rééditer bientôt, qui s'appelait et qui s'appelle toujours d'ailleurs Les enfants de l'autonomie, parce que pour moi, c'est ça. L'autonomie, elle ne se donne pas. C'est simplement le rôle des parents, et j'ai animé des séminaires de parents accoucheurs pendant plusieurs années. D'ailleurs, je n'ai animé ces séminaires que des années et des années après avoir eu mes propres enfants. Hein. Donc, voilà. Je n'ai pas enseigné l'éducation des enfants, alors que moi-même, je n'ai pas d'enfants. De la même façon que je n'ai jamais enseigné le management avant d'avoir moi-même des employés avec qui je me suis planté les premières fois et où j'ai aussi traversé l'épreuve d'être tellement mauvais comme chef d'entreprise que j'ai été à un moment donné obligé de licencier la personne que j'avais engagée. Mais j'ai été obligé de la licencier à cause de moi, à cause de mes propres erreurs qui avaient créé une situation absolument, je dirais, irrécupérable sur le plan relationnel. Bon, donc voilà. Mais donc pour moi, c'est ça, s'interposer le moins possible entre les actes d'un enfant et les conséquences de ses actes. Ça commence au moment où l'enfant apprend l'équilibre, mais ça continue par la suite. C'est la première fois que ma fille a voulu se servir elle-même du lait avec une boîte de lait de soja, parce qu'on ne buvait pas de lait de vache. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les ouvertures qui sont très pratiques à l'heure actuelle. À l'époque, il y avait juste le cubicube et il fallait, avec des ciseaux, il fallait trancher la pointe pour pouvoir... Bon, et elle avait
pousser sur la boîte de lait au moment de trancher. Évidemment, pouf, le lait a giclé. Mais si je suis un parent accoucheur, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais pas engueuler ma fille, ça c'est clair, mais je vais lui dire, ok, est-ce que tu veux bien qu'on réfléchisse? Pourquoi est-ce que ça t'est arrivé? Qu'est-ce que tu pourrais faire une prochaine fois pour que ça n'arrive plus? Et je me souviens d'une réponse de ma fille dans ce genre d'expérience. Elle me dit, la prochaine fois, je t'appelle pour venir ouvrir la boîte de lait. Pas mal, pas mal. Et, ok, c'est une bonne leçon, effectivement, c'est une bonne conclusion, mais est-ce qu'il y aurait, et admettons que je ne suis pas disponible et tu as vraiment très soif à ce moment-là, donc il y a personne d'autre comme ressource autour de toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Bon, et alors, elle réfléchit, elle trouve pas la réponse. Je dis, alors, appuie de nouveau sur la boîte et regarde ce qui se passe dans la... le lait monte lorsque j'appuie. Bon, ok, très bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire alors de différent? Je pourrais tenir la boîte de cette façon-là sans appuyer. Bon, ok, on va prendre une autre boîte. Vas-y. Okay. Tu vois, pour moi, c'est ça. Et donc, je suis très, très peu intervenu entre les actes de mes enfants et les conséquences de leurs actes. Je donne encore un exemple. Encore faut-il qu'ils comprennent les conséquences si on juxtapose ça avec ce qui s'est passé avec les injections quasi forcées. Oui. Il est important d'expliquer aux gens les conséquences. S'ils n'ont pas la paresse intellectuelle, ils ne croisent pas leurs sources d'information, ils ne savent pas à quel point ça pourrait être potentiellement mortifère. Si on je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est là où j'ai mis la nuance, c'est s'interposer le moins possible entre les actes et les conséquences, sauf si l'enfant met sa vie en danger ou met la vie d'autres personnes en danger. Voilà. Donc là, jusqu'à ce que mes filles aient 18 ans accomplis, pour des questions où j'estimais qu'elles n'avaient pas la connaissance suffisante pour prendre des décisions éclairées et qui pouvaient mettre en danger leur équilibre, j'étais extrêmement directif. Donc, je pouvais être à la fois parent accoucheur. Je donne un exemple dans mon livre où ma fille, qui avait 5 ans à ce moment-là et qui avait appris déjà à ce moment-là à s'habiller toute seule et à choisir ses vêtements tous les jours. Et pour la première fois dans sa vie, on était à Bruxelles à cette époque-là, il y a de la neige qui est tombée. Elle sait pas ce que c'est de la neige. Bon, alors j'essaye de lui faire comprendre. Je dis, ouvre la fenêtre. Est-ce que c'est froid, c'est chaud la neige, etc. Bon, elle comprend pas et elle veut mettre une petite jupe, des sandales avec des petites chaussettes et un petit pull. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? On est parti à l'école à pied dans ces conditions-là. Okay. Je me suis fait engueuler par la prof et j'ai dit à la prof, Madame, expérience pédagogique en cours, n'intervenez pas s'il vous plaît. Bon, mais le soir, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu froid, du coup, Madame m'a laissé, pendant la récréation, elle m'a laissé dans la classe, etc., etc. Ok, très bien. Et quel lien tu fais maintenant? La neige, c'est froid et moi j'ai eu froid. Ok, qu'est-ce que tu vas faire demain s'il y a encore de la neige? Je vais mettre 3 pulls et 2 pantalons. Bon, parfait, tu mets 3 pulls et 2 pantalons. Okay. Elle est repartie à l'école, elle a fait pipi dans sa culotte parce que elle n'a pas eu le temps d'enlever ses 2 pantalons. Et on a tiré les enseignements, etc. Mais c'est comme ça. Si elle nous entend, j'espère que elle ne t'en voudra pas. Mais non, mais c'est écrit dans le livre alors. Non, je rigole. Et voilà. Finalement, tu proposes, en plus de cette démarche, de douter systématiquement, de quitter la naïveté, en fait, parce que on essaie de faire croire que ceux qui doutent du gouvernement sont naïfs, mais ce serait plutôt le contraire, c'est de croire tout ce que disent les gouvernements, les médias, c'est plutôt ça la naïveté. Mais est-ce que selon toi, tous ces gouvernements sont tous corrompus ou achetés ou dans cet agenda du World Economic Forum? Quelle est ta vision là-dessus? Je peux pas parler de tous les gouvernements parce que je les connais pas, mais je peux parler des gouvernements des pays que j'ai observés pendant la crise Covid-19, par exemple. Et ce qui m'apparaît de façon de plus en plus claire, c'est que ceux qui sont à la manœuvre finalement de cette grande opération mondiale, ce ne sont pas les gouvernements finalement, ce sont des entités comme BlackRock, comme le groupe Vanguard, etc., qui sont des gestionnaires de fonds financiers qui ont des moyens qui sont plus importants que la plupart des pays africains, par exemple, et des entités comme BlackRock sont à l'actionnariat de quasiment
toutes les grandes multinationales de ce monde, y compris Amazon, Facebook, etc. Et ces gens contrôlent les milliardaires qui, eux, vont... alors, est-ce qu'on peut parler de corruption? Ils vont simplement acheter... On peut parler de corruption systémique, peut-être. Oui, c'est ça, c'est une corruption systémique parce que, bon, il est clair que quelqu'un qui veut participer à une élection présidentielle, comme aux États-Unis, ce qui se passe pour l'instant, mais si on n'est pas milliardaire et si on n'est pas soutenu par un groupe de milliardaires, on n'a aucune chance de faire les rallyes qu'ils font à travers les 50 États américains. Donc, mais bien entendu, aucun des milliardaires ne sont des philanthropes, hein, contrairement à ce qu'ils font croire. Ce qu'ils donnent de la main gauche, ils veulent le récupérer de la main droite. Donc, et d'ailleurs, ce qui est très très frappant, c'est que les mêmes milliardaires peuvent financer la campagne des deux candidats. Ouais, comme les vendeurs d'armes, en fait. Ouais, tout à fait. Oui, et comme les banquiers. Des banquiers comme Rothschild ont financé aussi bien la guerre, la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, en finançant les Français, les Anglais, les Américains, etc. d'une part, et les Allemands d'autre part. Les Allemands, les Japonais, etc. Donc, en fait, ces gens-là, ils misent et ils savent que quel que soit le vainqueur, ils seront gagnants parce que les vainqueurs leur sont redevables. Et c'est la même chose pour les membres du Congrès américain, c'est la même chose pour la plupart des hommes politiques, qu'ils fassent partie de l'opposition ou de la majorité, ces gens ont des comptes à rendre à ceux qui les ont mis en place. Et par contre, la plus grande naïveté, c'est de croire que nous, qui votons, nous mettons des hommes politiques et des femmes politiques en place. Nous ne faisons absolument rien. Comme Étienne Chouard, voter n'est pas élire, en fait. Je ne sais pas si tu suis Étienne Chouard. Qu'est-ce que tu penses d'Étienne Chouard, de ses travaux? Mais je le connais bien et on s'est rencontrés dernièrement à Montréal début juin parce qu'il était venu pour animer des ateliers des ateliers constituants avec des groupes québécois qui le suivent depuis un certain temps, et on a passé une soirée ensemble, Étienne et moi. Alors, qu'on ne se prenne pas sur mes propos, mais Étienne, bon, d'abord, moi j'ai été très touché par le personnage parce que c'est un cœur sur pattes, quoi. Il est vraiment bienveillant, en fait. Hein, oui, non, c'est vraiment quelqu'un d'une douceur, d'une bienveillance, d'une bonté. Ça transpire de tous les pores. Moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup touché parce que c'était la première fois que je le rencontrais en vrai, même si je connaissais ses travaux auparavant. Maintenant, je suis convaincu que son approche n'a aucune chance de réussir. Okay. Parce que tu es beaucoup dans la recherche de solutions, de mise en place de réseaux, et donc justement, je trouve que son approche est exceptionnellement intelligente. Oui, mais j'en ai parlé avec lui parce que évidemment, lui, très souvent, sa référence c'est la République de Platon, et c'est le modèle de la démocratie athénienne, etc. Oui, mais à Athènes, à l'époque, il y avait 40 000 personnes. Comment? Et c'est là la question. Et on était d'ailleurs dans la même soirée, on était avec Valérie Bugeaud aussi. Ok. Alors donc on a eu une conversation à trois. Ça doit être chouette. Entre Valérie Bugeaud, Étienne Chouard et moi. Et le problème, et c'est ça que je disais à Étienne. Je dis, mais ok, imaginons que dans chaque commune de France ou chaque groupe de communes, on ait une assemblée constituante qui crée, etc. J'ai dit, après, tu fais comment pour passer à l'échelle nationale? Il y a, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de communes en France. Je dirais, admettons que tu aies 5000 délégués qui se retrouvent à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, à Marseille, peu importe, à Toulouse, pour mettre ensemble et pour écrire une constitution nationale. Je dis, tu fais comment?
tu fais comment? Je pense qu'il a des solutions là-dessus, non? Il a dû en parler, il a dû réfléchir dessus. En tout cas, dans les Ouais, interviews, il me semble que... c'est D'accord. là, en tout cas, moi, c'est une de mes objections. Ouais. L'autre objection, et j'ai la conviction que le travail d'ingénierie sociale qui est fait depuis 1921, où à travers les médias de masse, à travers les magazines, à travers la culture populaire, à travers la chanson, à travers le cinéma, à travers la télévision, etc., on a tellement conditionné, hein, on parlait tout à l'heure de libre arbitre, Ouais, ouais, on a ouais. tellement conditionné l'immense majorité de la population, c'est que je doute très fort que lorsque on, on tire au sort, hein, puisqu'en fait, Étienne dit, ouais, ben voilà, la meilleure solution démocratique, en tout cas, ce serait le tirage au sort. Oui, ok, on va avoir des individus Conditionnel. qui sont, pour la plupart, conditionnés sans même le savoir, Hmm, hmm. par le travail d'ingénierie sociale qui existe depuis plus d'un siècle. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir du modèle de société dans lequel nous sommes? En fait, ces gens ne vont faire que reproduire ce qu'on leur a montré dans le Mais, cinéma mais c'est hollywoodien. pour ça qu'il met beaucoup en avant l'importance d'avoir des débats, de mettre en scène des conflits. Tu vois, il parle beaucoup de ça. Parce que Oui, c'est par le débat qu'il va y avoir une élévation de compréhension. Ça va oui, ensemble avec le tirage au sort, je pense. Tu vois. oui, tout à fait. Mais tu vois, euh, moi, je suis assez réaliste et Hmm, hmm. parce que pendant le combat depuis 2020, euh, régulièrement, j'entendais d'autres lanceurs d'alerte ou gardiens de l'humanité. Alors l'expression ne vient pas de moi, elle Ah, vient d'accord. d'Idriss Aberkan. Ah Euh, oui, oui, oui. et je crois que j'ai entendu Idriss Aberkan le prononcer pour la première fois vers le mois de mars-avril 2020. Et j'ai repris cela en citant Idriss et en disant j'ai entendu Idriss Aberkan et ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup cette expression gardien de l'humanité. Et par la suite, Luc Montagnier, juste avant de mourir d'ailleurs, a dit les non vaccinés, ce sont les gardiens de l'humanité parce que et c'est l'avenir de l'humanité. Mais donc Hmm. euh, quand des lanceurs d'alerte ou des gardiens de l'humanité disaient ah ça bouge, le peuple est en train de se réveiller, on va gagner, etc. Moi de temps en temps, juste pour me rappeler que ça bouge pas tellement que ça, je vais de temps en temps me promener dans les centres commerciaux au Québec. Hein, ça pourrait être aussi les centres commerciaux. Alors, parce que la messe du dimanche matin a été remplacée par la Ouais. balade au centre commercial. Donc, en fait, on voit énormément de personnes dans les centres d'achat, comme on Ils dit. déambulent sans acheter forcément, quoi. Oui, voilà, ils déambulent pendant plusieurs heures sans acheter. Ils mangent de la fast food ou de la junk food, etc. Et puis, ils rentrent chez eux. Et parfois, je m'assieds et je regarde tous ces gens et je me dis, est-ce que ces gens sont l'avenir de l'humanité? Est-ce que ce sont des gens éveillés? Est-ce que ce sont des gens qui font l'effort de rendre de plus en plus conscient leur vie, etc. Hmm. Et ma réponse, c'est on est encore une C'est pas sacrée gagné. minorité, tu vois. Et Oui, oui, oui. Mais justement, est-ce que tu penses pas, il peut y avoir des exceptions parce que en fait, tu as une vision hyper réaliste des choses. Je me demande si parfois elle peut pas pécher par un peu de pessimisme dans le sens que tu penses qu'on peut compter que sur soi. Il n'y a pas de sauveur, tu dis, hein, il n'y a pas de oui, science qui peut sauver. oui. Et par exemple, si je prends le cas d'Elon Musk, qui est milliardaire justement, mais est-ce que justement, ben, tu dois avoir un avis sur lui? Est-ce qu'il n'a pas, avec le rachat de X, et notamment, amené quand même une plus grande liberté d'expression, tu vois? Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Ben, je suis extrêmement critique à l'égard de Elon Musk, Ok. comme je le suis à l'égard de Trump et à l'égard d'autres personnes que certains dissidents ou résistants considèrent comme Hmm. l'espoir Ouais. qui va venir nous sauver. Euh, J'écoutais justement hier soir, j'écoutais un entretien avec une lanceuse d'alerte américaine qui s'appelle Whitney Webb, W-E-2-B. Cette femme, c'est une journaliste indépendante. Elle est mais
capotée, comme on dit au Québec, et elle est vraiment d'une pertinence parce qu'elle va fouiller à fond. Elle a, entre autres, elle a fouillé beaucoup plus que n'importe qui d'autre l'affaire Epstein, et elle a montré toutes les protections dont Epstein bénéficiait, ses collaborations avec le Mossad, avec le FBI, etc. Mais même encore des choses que je ne connaissais absolument pas. Et elle parlait justement dans l'entretien que j'ai écouté hier soir. Elle parlait de Trump, de Kamala Harris, d'Elon Musk et toute une série d'autres personnes. Et en fait, elle disait, finalement, arrêtez d'écouter le narratif, écoutez la rhétorique. Voilà, et arrêtez d'écouter la rhétorique des gens, regardez leurs actes. Et elle faisait le portrait de Trump, les 4 ans qu'il était au pouvoir, et tout ce qu'il a fait contre les droits fondamentaux, contre les libertés fondamentales des Américains, en faisant, en disant, Make America Great Again. Elle dit, regardez qui finance ces gens-là, mais aussi regardez surtout how their ties, comment est-ce qu'ils sont par des influenceurs, quoi. Ouais. Et Elon Musk, pour moi, c'est évident que les contrats qu'il a, qui lui permettent de vivre et de développer ses activités, ce sont des contrats avec la CIA, des contrats avec la NASA et les contrats avec la DARPA. Et la DARPA, c'est la branche scientifique du DoD, Department of Defense, donc le département de la défense. Donc c'est le Pentagone, en fait, c'est la scientifique du Pentagone. Et ce sont des centaines de millions de dollars de contrats que Elon Musk a chaque année. Est-ce que franchement, de nouveau, je pose la question, moi j'affirme... Oui. Mais est-ce que c'est pour autant une preuve qu'il est avec l'état profond, on utilise cette expression, est-ce que c'est pour autant une preuve ou est-ce qu'il compose avec intelligemment, stratégiquement? Tu vois, vous aviez reçu il y a longtemps à l'info en question Alexis Cosette, par exemple. Oui. Et et lui, il est plutôt optimiste, tu vois, à l'inverse de toi, dans le sens qu'il pense vraiment qu'il y a une force, les patriotes, dans les 2 États, en fait, il y a des gens qui militent pour la paix dans l'ombre et qui sont derrière Trump. Et donc, bon, j'imagine que tu partages pas du tout son avis, mais lui, il a une vision plutôt optimiste de ce qui va se passer en novembre si Trump est élu. Ça pourrait vraiment amener un peu plus d'air pour la liberté d'expression et la fin des guerres aussi. La seule chose qu'on peut effectivement reconnaître pour Trump, c'est que pendant son mandat, il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Ça, c'est sûr. Mais je rappelle quand même que Trump, c'est lui qui a signé le décret Warp Speed, qui a permis à la vaccination, entre guillemets, anti-Covid, de bypasser toutes les étapes de validation du produit. Il a quand même... mais justement, tu connais l'argument d'Alexis par rapport à ça, c'est que il a été obligé de le faire, mais en accélérant, ça a fait capoter le truc. En tout cas, c'est son argument. Peut-être qu'il n'a pas toutes les cartes en main parce que c'est tellement complexe, il y a tellement l'état quand même très puissant, tu vois. Oui, c'est ça. Enfin bon, je dirais, moi, ce que je dis finalement, c'est n'attendons aucun sauveur. D'accord. Alors, tant mieux si Trump, Musk, Poutine et compagnie œuvrent pour plus de liberté, plus de respect des droits fondamentaux, etc. Tant mieux si eux, ils travaillent dans ce sens-là. Mais prenons le worst case scénario, prenons le scénario du pire et envisageons. Moi, c'est comme ça que je considère les choses. J'envisage le pire scénario, c'est-à-dire que au moment où Trump sera élu, il va lui aussi fermer davantage encore les choses à double tour. Il va encore mettre un coup de serrer la vis encore davantage, etc. Cette Whitney Webb disait: est-ce que vous croyez que Rumble est un espace de plus de liberté? Ben non, parce qu'en fait ils ont des contrats avec le département de l'intérieur pour livrer tout le profil des utilisateurs, etc. Donc en fait, Rumble ou X, c'est un lieu extraordinaire pour cibler les citoyens qui sont contre le régime. Ce qui fait que si le régime à un moment donné devient totalitaire, eh ben ils auront déjà la liste de tous les gens qu'il faut enfermer.
Ouais, bien sûr, bien sûr. ou qu'il faut arrêter. Donc ça peut être un piège. Ouais, je vois. Donc tu restes ouvert ce soit possible, mais tu Oui, y vas pas trop, et ça ne doit pas empêcher en tout cas de travailler sur soi. C'est surtout ça ton message. ah ben C'est bien grandir en sûr, conscience, en autonomie. voilà, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Mhm. J'ai rappelé dans une de mes conversations du lundi ce qui s'était passé à Treblinka en 1941. Il y a eu un ghetto où on a mis, je ne sais plus combien, 60 000 ou 80 000 juifs dans le ghetto de Treblinka. Les nazis ont même demandé à des juifs qui étaient les chefs de communauté Chapeau. d'assurer l'ordre dans le ghetto, etc. Et ces juifs ont été, je dirais, imprégnés de l'espoir qu'ils allaient être bien traités. Voilà. Mhm. Et cet espoir a fait que l'ensemble du ghetto de Treblinka, finalement, a été exterminé petit groupe par petit groupe. Ouais, Et, c'est un et, bon argument, effectivement. et donc, j'ai fait une conversation du lundi où je disais éloge du désespoir. Mhm. Alors, Ok. ce n'est pas pessimiste, c'est simplement de dire Réaliste, ouais, c'est réaliste. Ouais. le fait d'espérer peut nous endormir en disant OK, On n'a rien Trump à est faire. en train de nettoyer le marais. Ah, OK, on peut pendant ce temps-là se reposer, continuer à manger des pop-corn devant notre cinéma préféré, etc. Est-ce que tu es sûr que on a une garantie? Moi, je garde ouais. une vigilance et je préfère continuer à dire, OK, je ne compte que sur moi et le réseau des personnes que je connais et en qui j'ai confiance. Et tant mieux si la cavalerie arrive à un moment donné Oui, pour nous oui, sauver. oui. Mais pendant ce temps-là, ben, on va se Ouais. battre. Et qu'est-ce que tu as pensé du ralliement de Robert Kennedy Jr., qui quand même, pour le coup, dans ses livres, il va très loin dans la dénonciation Oui, des crimes des industries pharmaceutiques, qui oui. est Donald Trump. Tu vois, c'est quand même un bon signe, ça, non? Comment t'as pensé, comment t'as trouvé ça? Ouais. Écoute, Robert Kennedy Jr. Est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime pour son travail concernant la dénonciation de tous les effets secondaires de la vaccination. Là, il y a absolument aucun doute possible. Euh, Maintenant, il est financé comme les autres par des lobbies milliardaires, par des clubs de milliardaires. Euh, Moi, j'attends de voir quels seront ses actes une fois que éventuellement Trump sera élu et qu'il sera dans l'équipe de Trump. Je rappelle Ouais. quand même en 2016, quand Trump a été élu, il avait promis qu'il mettrait en place une commission sur l'autisme, une commission d'enquête sur le lien entre vaccination et autisme, dont le responsable serait comment s'appelle-t-il donc Robert Kennedy Jr. Hmm. Et effectivement, cette commission a fait long feu, c'est-à-dire elle a été mise en place et je pense qu'elle a été dissoute après Ouais. très peu de temps parce que les lobbies pharmaceutiques et les gens qui avaient financé la campagne de Trump lui ont dit Hmm. Hmm. euh, mon ami, tu ne touches pas à nos bénéfices et à la santé de nos entreprises. La santé des enfants, on n'en a rien à foutre, mais la santé des bénéfices pour nos actionnaires, ça nous préoccupe beaucoup plus. Donc, ta commission, tu la termines, sinon on te torpille. Hmm. Bon, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a torpillé sa propre commission. Donc, on vient d'inviter au mois de septembre Pierre Hillard. Oui, j'ai vu l'émission. Et, Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, de toute façon, hein, pour ceux qui veulent voir ce que tu fais, tes vidéos, tout ça. et j'avais écouté deux autres émissions de Pierre Hillard pour préparer l'émission de ce jour-là, où il parle de l'Empire Lubavitch. J'avais jamais entendu parler de l'Empire Lubavitch avant d'entendre Pierre Hillard. Mais quand on entend et quand on se rend compte de la puissance de ce réseau où il y a entre 3500 et 4000 centres Lubavitch qui en fait qui sont des centres qui font partie je dirais d'une frange du sionisme et d'une frange de la je dirais
du patchwork juif, hein, évidemment, parce que bon, il y a évidemment des factions qui sont en contradiction les uns avec les autres et qui sont même en lutte contre les autres. Mais en tout cas, les Lubavitch ont une puissance extraordinaire. Ils ont un réseau d'information mondial qui est extraordinaire et ils ont une puissance, y compris dans la gestion de la politique étrangère américaine, qui est incommensurable. Et c'est là où on se dit, mais finalement, des gens comme Trump ou Kamala Harris ou Obama ou n'importe qui d'autre, ils sont rien du tout par rapport aux Lubavitch. Et finalement, les puppeteers, les marionnettistes, les marionnettistes, c'est pas les gens qu'on voit à la télévision. Voilà. Et donc, pour revenir à Étienne Chouard, c'est là où j'ai quand même des gros doutes sur la capacité de mettre ça en place, quoi. Sur la capacité de mettre ça en place. Et même si on réussissait à créer, à rédiger une nouvelle charte, qui aurait le pouvoir d'imposer cette charte pour que cette charte soit adoptée au niveau d'une nation? Ce qu'il explique, c'est qu'il voudrait faire un film pour que l'idée se propage dans la population, puis que même les familles des policiers en parlent à la maison. Bon, alors c'est peut-être naïf, hein, mais ça va changer. Lui, il est conscient que c'est la police, la force armée qui est le levier, en fait. Oui. Oui, je sais, mais de nouveau, qui va regarder les films? Qui va regarder ce genre de film-là si les gens déjà éveillés, déjà conscients? Et ça représente combien de pourcents de la population, ça? Alors, tu as passé, c'est vrai. Alors, je change un peu de sujet parce que tu as passé donc 1 an vraiment pour les personnes. Tes vidéos sont de grande qualité sur Odyssée, parce que tu as été censuré évidemment aussi. Et donc, j'invite tout le monde à aller voir tes vidéos sur Odyssée. D'ailleurs, j'ai des questions par rapport à ça qui vont venir à la fin de mes abonnés, sur la qualité de tes vidéos, sur ce que tu as voulu faire passer comme message. Pour l'instant, j'ai remarqué depuis quelque temps qu'il y a une sorte parfois de division dans la dissidence, la résistance. Et ça peut être. J'ai vu plusieurs personnes qui étaient chagrinées par ça, qui ne comprennent pas. Alors, je suis pas ça de près, mais j'ai vu que tu soutiens par exemple beaucoup à Jeanne Villeran, mais qui est en opposition avec d'autres personnes, comme Jean-Dominique Michel ou Louis Fouché. Louis Fouché, oui, c'est ça. À un moment donné, j'avais même voulu faire un débat entre toi et Louis Fouché, mais finalement, il n'a pas répondu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert. Mais est-ce que toi, tu es ouvert à discuter, parce que c'est l'union qui fait la force, comme tu l'as souvent dit, et ces divisions sont quand même dommages. Donc, quel regard tu apportes là-dessus? Écoute, c'est une bonne question parce que j'ai une tu es belge d'origine et moi aussi, même si tu vis en Suisse et moi au Québec, mais tu sais que notre devise nationale c'est l'union fait la force. L'union fait la force, hein, ça se trouve sur les drapeaux avec les armoiries de la Belgique, etc. Bon. Et dans la dissidence, dès le départ, quand au Québec par exemple, on a eu des réunions virtuelles au moment du confinement où nous étions parfois 50 sur un Zoom et nous étions 50 leaders de l'opposition, etc. Et on avait des discussions, etc. Et l'initiative venait de quelques personnes qui trouvaient qu'effectivement il fallait qu'on se réunisse, qu'on soit tous ensemble, etc. J'ai participé à ces réunions, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de temps qui finalement débouchait sur pas grand-chose. Mais surtout, à un moment donné, je me suis rendu compte que si nous faisions un bloc, tous les résistants québécois, tous les leaders de la résistance au niveau québécois, nécessairement, il devrait y avoir des porte-paroles ou des leaders du groupe des résistants. Et à ce moment-là, ça devient très facile pour les gouvernements de descendre la tête du groupe et donc de discréditer l'ensemble du groupe. Tu vois? Et j'ai donc prôné davantage une guérilla informationnelle. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé en Afghanistan, bien avant le 11 septembre, les Russes ont essayé de lutter contre les talibans en Afghanistan, et en fait, ils n'y sont jamais arrivés. Alors que la puissance militaire des Russes était bien plus importante que la puissance militaire, entre guillemets, des talibans en Afghanistan.
Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que les Afghans, ils étaient dans les montagnes, ils étaient dans les maquis, ils connaissaient la montagne par cœur, etc. Ils se déplaçaient très rapidement, de façon très mobile, et ils étaient quasiment invisibles. Et finalement, les Russes ont dû faire marche arrière et n'ont pas gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une guérilla. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui a fait la force des résistants? C'est que c'était un réseau absolument invisible. Même les gens à l'intérieur du réseau ne connaissaient pas le vrai nom de la personne avec qui ils communiquaient. Et ils n'avaient qu'un seul contact, ce qui fait que si ce contact était torturé à la limite, ce contact torturé ne pouvait pas donner beaucoup de noms. Il pouvait dire simplement, oui, mon contact c'est Petit Louis, mais je ne sais pas comment il s'appelle parce que je ne l'ai jamais su. Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup plus une vision d'une guérilla informationnelle où nous sommes chacun avec nos propres communautés, avec nos couleurs aussi, parce que ma façon de parler n'intéresse pas tout le monde, ne plaît pas à tout le monde, et donc je sais que j'ai un profil de personnes qui me suivent qui est très différent des profils de gens qui sont plus jeunes que moi, parce que bon, j'ai quand même 63 ans, c'est clair qu'un gars de 25 ans qui est lanceur d'alerte aussi, il va rameuter la tranche d'âge différente, et c'est très bien. Et c'est très bien. Et il y a un autre argument encore pour dire que moi, je ne suis pas du tout pour le fait de... Et alors, s'il y a des conflits entre différentes personnes de la dissidence, je dirais, ça fait partie de la vie. Et on ne va pas en faire un plat, quoi. Ouais, c'est ça. Mon éthique, simplement, ça a été toujours d'essayer de ne pas laver le linge sale en public. Ouais, c'est ça. Quand je ne suis pas d'accord avec un lanceur d'alerte, vous ne le saurez jamais. Par contre, je vais prendre mon téléphone et je vais l'appeler en disant, écoute, là, dans ta dernière émission, tu as dit une grosse connerie, et là, tu es en train de faire le jeu avec voici pourquoi, et voici les informations que probablement tu n'as pas pu... Et la plupart du temps, les gens que j'interpelle comme ça me disent, ah, merci Jean-Jacques, c'est vrai que je n'avais pas autant d'informations que toi, etc. Mais j'ai encore un autre argument pour promouvoir plutôt cette idée de guérilla. C'est que tu as remarqué que il y a des gens qui sont les têtes de Turcs, j'ai rien contre les Turcs, mais les têtes de Turcs des médias. Hein. Il y a Thierry Casasnovas, voilà, il y a Alain Soral, il y a Dieudonné, il y a Jean-Jacques Crèvecoeur, etc. Donc en fait, ce sont toujours les mêmes qu'on pointe du doigt en disant regardez, c'est un méchant complotiste, un conspirationniste d'extrême droite, antisémite, etc. Mais c'est génial. Ce qui est génial, c'est que pendant que les journalistes sont distraits par des gens comme nous qui leur disent « Hé, tirez sur nous là les copains, hé, on est là, allez, go, go, go !» Et on se ramasse des centaines d'articles diffamatoires contre nous. Pendant ce temps-là, il y a des milliers d'autres lanceurs d'alerte plus modestes, plus discrets, qui ont peut-être des communautés plus réduites, mais qui font un travail en paix. Parce que eux, on va jamais les attaquer, parce que les journalistes ne s'intéressent pas à eux. C'est ça la stupidité des journalistes des médias mainstream, c'est que Conspiracy Watch leur a dit regardez les méchants sur lesquels il faut tirer, c'est Casasnovas et Crèvecoeur, etc. Et tout le monde il va de son article qui est un copier-coller de ce que l'AFP ou de ce que Conspiracy Watch a dit. Mais pendant ce temps-là, on laisse les copains faire un travail de fond sur le terrain en toute quiétude. Donc, je ne voudrais pas mettre en danger ces gens qui sont pour l'instant dans l'invisibilité, mais qui restent invisibles et qui fassent un travail. Ouais, c'est très pertinent. C'est vraiment intéressant de le voir comme ça. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Écoute, j'ai encore deux questions. Tu sais, j'ai vu ton débat avec Yves Razir sur je change le sujet, sur le film. J'étais en contact aussi avec Yves Razir. J'ai dû avoir 8 échanges d'emails, une dizaine d'échanges d'emails avec lui, parce que j'étais hyper choqué par son manque d'empathie. Je lui ai dit d'ailleurs, écoute, si tu te trompes, c'est vraiment, ça fait du mal, quoi. C'est un manque d'empathie si tu te trompes, et tu peux jamais être sûr à 100% de quelque chose. Il était d'accord sur ce principe, et je lui ai dit, mais moi, en tant que thérapeute, je peux te dire, j'en ai connu, j'en ai eu quelques-unes, parce que je suis thérapeute, je fais de l'hypnose. Tu connais Gérald Brassine, qui est le professeur avec qui tu es en contact maintenant, qui m'a formé à ça, l'hypnose sur les traumas spécifiquement. Et donc,
j'ai pas inventé, c'est les gens qui viennent avec ça. Je suis moi-même le premier surpris d'entendre des choses qu'on ne peut pas répéter ici. Et donc, j'ai vu finalement qu'il était fermé à cette éventualité. Et ça m'a vraiment fait drôle. Et je sais que c'est un ami à toi et j'ai trouvé le débat très intéressant. Mais est-ce que parce qu'il avait des arguments aussi intéressants, finalement, le manque de preuves, finalement, c'est ce qui est un peu ressorti dans ses arguments à lui. Est-ce que ça te fait douter parfois que les survivantes, moi j'ai vu le film, évidemment, c'est très touchant, j'invite tout le monde à le voir, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Est-ce que ça te fait parfois douter que ce soit vrai ce qu'elles disent, ou pas du tout? Non, j'ai pas de doute. Mais j'ai pas de doute parce que la différence entre Yves et moi, c'est que moi j'ai passé du temps avec les femmes qui sont dans le film de Pierre Barnérias déjà. Ouais. Donc je les ai rencontrées pendant des heures, j'ai discuté pendant des heures avec elles en privé. Où là, elles en disent bien plus que ce qu'elles en disent dans le film. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, bon, ben, tu es thérapeute, tu accompagnes des gens. Moi aussi, j'accompagne des gens depuis pas mal d'années. On le sent quand quelqu'un raconte des choses inventées ou quand la personne a je dirais, un alignement entre ce qui est vécu et ce qui est dit. Hein, c'est vraiment, pour moi, il y a un ressenti qui ne trompe pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai été marié avec une femme qui est spécialiste du stress post-traumatique et de la croissance post-traumatique. Ça, c'était mon deuxième mariage. Et cette femme qui est docteur en neurosciences, qui a une maîtrise en biologie, maîtrise en neurosciences aussi, et qui est une des grandes références de la croissance post-traumatique, m'a beaucoup permis de comprendre le phénomène d'amnésie traumatique, le fait qu'on ne retrouve la mémoire qu'après 20, 30, 40 ans, après les événements traumatiques, etc. Et je n'ai aucun doute sur le fait que des gens puissent avoir vécu ce genre de choses. Je n'ai aucun doute sur le fait que il y ait des rituels satanistes dans les réseaux pédocriminels. Donc, ce ne sont pas que des pédophiles, ce ne sont pas que des réseaux pédocriminels, mais ce sont aussi des réseaux pédosatanistes. Et quand Yves dit on n'a aucune preuve, je suis désolé. Toute la justice est fondée sur les témoignages. Hein, il y a les faits et les témoignages. Et quand on appelle à la barre dans un tribunal un témoin, on lui demande est-ce que vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, etc. Oui, je le jure, etc. Et pourquoi est-ce que tout à coup, dans le domaine du pédosatanisme, les témoignages n'ont plus aucune valeur? Ça, c'est l'argument numéro 1 d'Yves Razir, et je suis désolé, c'est stupide parce que toute la justice est basée là-dessus, sur les faits et les témoignages. Et les témoignages, on va recouper ces témoignages. Et même dans l'affaire du trou, si les gendarmes Aimé Bill et l'autre qui s'appelait, je ne sais plus comment maintenant, c'est pas Verstraat, c'est De Batz. Si ces deux gendarmes ont investigué davantage, c'est parce qu'ils ont eu 2 témoins. Il y avait Régina Louf et une autre témoin, les témoins X1 et X je ne sais plus combien, qui ont dit les mêmes choses alors que ces personnes ne se connaissaient pas. Elles ont décrit les mêmes lieux, elles ont décrit les mêmes rituels, et c'est ça qui a donné confiance dans Aimé Bill et Patrick De Batz pour ouvrir une enquête, etc. Et quand ils ont commencé à découvrir des choses qui se passaient dans les châteaux des aristocrates belges, ben on les a mis sur le côté. Donc, venir dire que les témoignages n'ont aucune valeur, c'est faux, c'est stupide. Voilà. Oui, moi, parce que ça, c'est violent en plus pour les personnes, parce qu'il pourrait se tromper, et dans ce cas-là, il fait beaucoup de mal et il refuse d'avoir cette empathie. Alors, bon, peut-être avec le débat maintenant, il va peut-être un peu mettre de l'eau dans son vin, je l'espère. En tout cas, moi, je peux dire qu'en tant que thérapeute, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu quelques-unes, des personnes qui ont des témoignages de ce genre de réseau, et je peux vraiment personnellement, authentiquement dire que pour moi, ils sont très sincères.
Tu vois, ça s'invente pas ce genre de choses. Et puis je vois le corps qui, effectivement, le corps ne ment pas, tu vois. Exactement. Vraiment une paralysie, il y a tous les symptômes des stress post-traumatiques qui ressurgissent en fait. Ouais. Et la théorie des faux souvenirs est une théorie qui a été promue par des gens qui étaient accusés par leurs propres enfants d'abus sexuels. Et ils se sont regroupés en association, ils ont créé une fondation du syndrome des faux souvenirs pour et ils ont engagé une scientifique qui n'avait aucune connaissance et aucune expérience clinique pour discréditer pratiquement tous les plaignants aux États-Unis qui déposaient plainte contre leurs propres parents pour abus sexuels, etc. Mais cette fondation a été créée spécifiquement pour protéger les pédophiles que leurs propres enfants accusaient d'abus sexuels, avec une théorie qui n'a jamais été reconnue par la psychologie officielle, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, moi, je suis désolé, mais des arguments comme ça, pour moi, ça ne passe pas. D'ailleurs, j'ai fait une interview sur Onde de choc. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, je l'ai écouté, oui. Et puis, j'étais content de voir que tu as rencontré aussi Carl Zero. Tu avais dit dans l'interview, je pense, c'est ça? Tu l'as rencontré? On s'est rencontrés au début juin également, le même jour que j'ai rencontré Étienne Chouard et Valérie Bugaud. C'est une belle journée, ça. Il y avait une journée de congrès sur les réseaux pédocriminels et le trafic humain. Et donc, Carl Zero avait été invité à Montréal et Anneke Lucas, qui habite à New York, qui avait fait le déplacement aussi. Et donc, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré tous ces gens-là. Ok. Mais écoute, merci beaucoup Jean-Jacques. J'ai juste quelques dernières petites questions. Tu peux répondre beaucoup plus courtement. C'est des questions des abonnés. J'ai demandé, donc il y en a quelques-unes. Tout d'abord, ton réseau Solidarita, comment il va en fait? Il vivote. Et on a dépensé tellement d'argent que on le laisse courir pour l'instant, mais il faudrait vraiment qu'on reprenne ça en main. Mais on est tombé vraiment sur des arnaqueurs au niveau informatique. Et à un moment donné, on a dit bon, on laisse les choses comme ça. Tant mieux si ça peut rendre service, mais c'est vraiment pas ça qu'on voulait au départ. Mais voilà, ça c'est une grande leçon pour moi. C'est engager des gens quand on n'a pas la compétence de superviser et d'évaluer leur travail, ça coûte très cher. Voilà. C'était magnifique l'idée, puis ça a aidé beaucoup de gens. Je me souviens les témoignages de ce réseau. Alors, comment c'est de vivre au Canada? Parce que dans l'interview, tu disais que bon, peut-être tu pourrais aller ailleurs, mais où finalement tu es bien, tu as été adopté par la population. Tu es toujours au Canada alors? C'est-à-dire que quand je suis chez moi proche de mes filles d'ailleurs, puisque mes filles habitent en Gaspésie aussi, je dirais la vie est relativement douce, même si les hivers sont rudes. Mais quand je vois la dérive totalitaire du gouvernement canadien et du gouvernement québécois, puisqu'en fait le Canada, la Belgique, c'est un État fédéral, ça me fait pas plaisir. Et quand j'entends mes beaux-fils, qui sont tous les deux québécois, dire je suis triste de voir ce qu'on a fait de mon pays, je me dis je suis pas le seul à être triste de voir, parce que des Québécois d'origine sont extrêmement tristes, extrêmement déçus, et il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui faisaient partie de la résistance en 2020 qui ne vivent plus au Québec. Ils sont partis en Floride, ils sont partis au Mexique, ils sont partis au Guatemala, etc. Et je me dis, mais est-ce que le Mexique c'est mieux? Est-ce que le Guatemala c'est mieux pour vivre? C'est pas ma culture, c'est pas ma langue, donc pour l'instant je reste encore là, quoi. D'accord. J'ai une question aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de remerciements, encore je te le répète, qui dit transmets-lui nos remerciements, mes remerciements. T'as beaucoup aidé pendant cette crise, et notamment une question qui dit où est-ce que tu trouves ta force intérieure? Qu'est-ce qui te soutient dans les moments difficiles? Bonne question. Je vais répondre court, puisque tu me demandes de répondre court, mais c'est la connexion que j'entretiens avec
mon essence spirituelle. C'est-à-dire, pour moi, bon, j'ai quitté la religion officielle depuis très longtemps. Je ne fais plus partie d'aucune religion, ni d'aucune secte, ni de quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, je dirais, avec tout le travail que j'ai fait, il y a tout ce processus d'individuation, hein, comme en parle Jung. Et je dirais, plus je suis conscient de qui je suis, y compris avec mes ombres, plus je suis ancré dans ma réalité, et finalement, c'est ça qui me permet de tenir. Voilà, c'est tout. Il y a aussi le fait que plus j'avance dans mon existence, moins je suis à la recherche de reconnaissance, de remerciement, de glorification, de pouvoir, etc. Et ça, c'est un excellent antidote à toutes les attaques que je subis depuis des années de la part des journalistes, parce que comme je ne suis pas en quête de reconnaissance, de pouvoir, d'argent, etc. Moi, quand j'ai assez d'argent pour payer mon personnel, pour payer mon équipe, et pour vivre décemment, sans grande folie, ben, moi, ça me va très très bien. Okay. Et il y a aussi, quand j'ai une décision à prendre, je prends cette décision en me projetant le jour de ma mort et en disant, si je prends cette décision dans cette direction-là, est-ce que le jour de ma mort, je serai fier d'avoir pris cette direction-là? Parce que le jour de ma mort, il n'y a plus moyen de corriger, quoi. C'est fini, là. Ça se termine. Ou si je prends cette direction-là, est-ce que je me sentirai plus en paix avec mon âme? C'est ça qui a fait que je me suis engagé dans le combat en 2009, avec la grippe H1N1, en 2020. C'est, si je ne le fais pas, comment je me sentirai le jour de ma mort? Mal. Ouais. Bon, ben, à ce moment-là, je le fais. D'ailleurs, tu dis aussi, j'aime bien, la vie, c'est un peu une école. Oui. Une école spirituelle, une sorte de salle de musculation spirituelle. Voilà, c'est ça. Et avec cette vision des choses, quelles que soient les catastrophes qui peuvent me tomber dessus, ben ok, je suis dans une salle de musculation, là on m'a mis des poids supplémentaires, est-ce que je vais être capable de soulever ces poids? Voilà, c'est tout. Et je sortirai de la salle de musculation spirituelle le jour de ma mort, enfin peut-être probablement, enfin très probablement, ça va continuer après, mais bon, ça c'est pas sous mon contrôle pour l'instant. D'accord. Encore une ou deux questions, et puis je te demanderai tes projets. On a une question sur tes vidéos, parce qu'elles sont vraiment de bonne qualité. Alors, si tu devais en garder qu'une, ce serait laquelle? Et laquelle t'a posé le plus de difficultés au niveau du script? Ça, c'est Philippe qui demande. Je sais pas si parce que tu en as fait beaucoup, et allez sur Odyssée, je mets le lien en dessous de la vidéo. Ouais, parce que j'ai fait plus de beaucoup des vidéos de j'ai réinformation, en fait. Pour développer développement de la conscience, la compréhension des enjeux dans lesquels. Oui. Mais en fait, il y a une vidéo que j'ai remise au goût du jour cet été, puisque comme j'étais en vacances, j'ai fait un peu de recyclage. Et il y a une vidéo qui parlait du réductionnisme technoscientiste. Je pense que c'est une des plus belles vidéos, une des vidéos dont je suis le plus fier, qui explique en fait que l'enjeu finalement fondamental de ce qu'on vit actuellement, c'est de nous couper de toute conception spirituelle, immatérielle, énergétique de l'existence pour nous réduire finalement à des êtres robotiques, technologiques et matérialistes et matériels, quoi. Et donc j'explique que ce réductionnisme technoscientiste nous coupe de nous-mêmes, des autres et du monde. Et finalement, pour moi, c'est ça l'enjeu véritable de tout ce qu'on vit depuis des dizaines d'années ou même parfois des centaines d'années, c'est de nous couper, nous les êtres humains, les uns des autres, mais de nous couper de notre propre essence et de nous couper du monde, de notre connexion avec le monde. Donc, ce serait cette vidéo-là. Je crois que c'était la conversation du lundi numéro 113 ou 111, mais je pourrais te donner la référence. Ah, super, je mettrai dans la description. Mais écoute, et puis les autres questions, tu as déjà beaucoup répondu. Je vais terminer pour te demander quels sont tes projets, comment tu vas te positionner dans les mois qui viennent, qu'est-ce que tu peux proposer, parce que je sais que tu es très actif, tu offres des beaux accompagnements avec des formations. Si tu peux en dire un peu plus.
Oui, ben en fait, j'ai deux types de projets. Je vais me remettre à l'écriture. Hein. Tu as parlé tout à l'heure de mon premier livre, Relations et jeux de pouvoir, qui est sorti en 93. Donc, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, de toute façon. Donc, je me remets à l'écriture parce que je considère que l'écrit est quelque chose qui a beaucoup plus de chances de traverser le temps. C'est ce que j'ai dit à Ariane Billeran aussi dernièrement. Je lui ai dit, bah, tu sais, Ariane, parce qu'elle était un peu dégoûtée et écœurée des conflits à l'intérieur de la résistance, elle a dit, moi, je jette l'éponge. Et je lui ai écrit et je lui ai dit, écoute, Ariane, je pense que le mieux que tu aies à faire, effectivement, c'est de te remettre à l'écriture parce que tes livres sont tellement précieux, tellement précis, tellement rigoureux que dans 50 ans, on parlera encore de tes livres alors que ces querelles de chapelle, ça fait longtemps qu'on les aura oubliées. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je me remets au travail maintenant. Et sinon, au mois de novembre, j'ouvre, c'est la rentrée académique de l'Académie des relations authentiques, puisque je fais de la formation en ligne depuis 11 ans maintenant, depuis avril 2013, donc ça fait 11 ans et demi. Et pour moi, c'est vraiment important pour deux raisons. La première, c'est que je continue à considérer que ces programmes de formation que je propose et qui sont des programmes approfondis qui s'étalent dans la durée. Donc le plus petit programme dure 10 mois. Le programme de l'Académie des relations authentiques dure 16 mois, à raison de 1 vidéo par semaine. Le programme de l'Académie de la vie en mouvement dure 18 mois et le programme de l'Académie de la santé intégrale dure 24 mois. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et je vais complètement à contre-courant de la tendance qui dit il faut vraiment quelque chose de vite, qu'on peut consommer vite. Mais quand on consomme vite, on le perd vite aussi. Moi, c'est vraiment tout un processus de formation, d'apprentissage et d'entraînement où j'apprends finalement aux gens à construire des relations authentiques et respectueuses, en apprenant d'abord à lire la dynamique des relations, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on bousille la plupart de nos relations, et c'est ça qui m'est arrivé dans mon premier mariage, c'est que on est incapable de lire. Alors, comment corriger les fautes d'orthographe et de grammaire de nos relations si on n'est même pas capable de lire les relations? Donc, en fait, je commence par ça. Je commence par apprendre aux personnes qui s'inscrivent à lire les relations. Il y a tout un module là-dessus. Puis, on apprend à repérer les tentatives de jeu de pouvoir des autres. Puis, le module suivant, on apprend à s'ancrer. Tu posais la question justement il y a quelques minutes, qu'est-ce qui te permet de tenir et qu'est-ce qui te ressource? En fait, ce sont mes différents ancrages. Ancrage corporel, ancrage émotionnel, ancrage dans l'ici et maintenant, ancrage dans les croyances, etc. Enfin bon, bref. Et puis, c'est seulement après qu'on commence à apprendre à désamorcer les jeux de pouvoir et à construire des relations respectueuses, à utiliser les outils traditionnels de communication. Mais pour moi, ça sert à rien d'apprendre la communication non violente, par exemple, si on n'a pas d'abord appris à lire la relation. C'est comme si, je sais pas moi, j'apprenais les règles de grammaire et je les apprends par cœur, d'accord, c'est très bien, mais je sais même pas lire. Comment est-ce que je vais appliquer les règles de grammaire si je suis pas capable de lire un texte? Tu vois, en fait, c'est ça. Et ça prend du temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a 1 vidéo par semaine. Et puis, pendant toute la semaine qui suit, les gens sont invités les étudiants, comme je les appelle, sont invités à mettre en application plusieurs fois par jour la petite compétence qu'ils viennent d'apprendre dans la vidéo. Et puis, la vidéo suivante, on commence par évaluer ce qui s'est passé dans la semaine en disant tiens, j'ai changé ma façon d'être avec mon mari, avec mon enfant, avec mon collègue de travail, avec mon patron, avec mon subordonné, etc. Et tiens, j'ai remarqué ça. Bon, après, on apprend une nouvelle compétence. Et puis hop, on est reparti sur le terrain. Donc en fait, on pourrait dire que oui, l'Académie des relations authentiques, c'est 88 vidéos d'à peu près 50 minutes de formation, donc c'est quand même énorme. Mais c'est pas 88 heures ou 80 heures de formation, c'est véritablement 16 mois quotidiens d'entraînement, et c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, et je terminerai là-dessus, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je rencontre des anciens participants
y compris des gens que j'ai formés de cette façon-là, dans la durée, dans les années 90, et qui me dit, Jean-Jacques, de toutes les formations que j'ai faites, la seule que je mets encore en application aujourd'hui, c'est la tienne. Pourquoi? Parce que tu nous as accompagnés et tu nous as encouragés à mettre en application tout de suite ce qu'on avait appris avec toi. Ce qui fait que par la suite, c'est comme apprendre à jouer au piano, c'est comme apprendre à faire du sport, c'est comme apprendre un nouveau logiciel informatique. Si je suis un cours d'informatique, mais que je n'applique pas directement, je vais oublier tout ce que le prof m'aura raconté. Donc c'est ça mon secret pédagogique, entre guillemets. Et quand je vois quelqu'un qui me dit, hey, tu sais, en 93, 94, j'ai fait le plan émeraude avec toi, tu sais que de tout ce que j'ai fait avec toi, enfin, tout ce que j'ai fait dans ma vie en termes de formation, c'est cette formation-là que je mets encore en application aujourd'hui, 30 ans plus tard. Pour moi, ça, c'est mon vrai salaire. Donc ça, c'est voilà. Donc pour moi, c'est vraiment important dans le contexte actuel qu'on vit de donner un maximum d'outils aux gens pour qu'ils puissent je dirais, prendre leur vie en main et être responsable de leur vie. L'autre chose, qui n'est quand même pas à négliger, c'est ça qui me donne ma liberté et mon indépendance dans les prises de position que j'ai. C'est-à-dire que je ne dépends d'aucune subvention gouvernementale, je ne dépends d'aucun sponsor. J'ai une entreprise qui crée de l'emploi pour 7 personnes. Mais c'est en vendant 1 ou 2 fois par an un programme de formation que j'ai suffisamment d'argent pour faire gratuitement et bénévolement les centaines d'heures de vidéos que j'offre aux gens qui le veulent, quoi. Donc voilà, donc l'ouverture. Non seulement on développe en allant dans tes formations, mais en même temps on permet aussi que tu puisses en plus donner du contenu gratuit pour éveiller les connaissances. Donc ça, c'est ça. Exactement. Et donc on ouvre les inscriptions le 13 novembre prochain pendant 10 jours. Et puis après 10 jours, on ferme les inscriptions. Et puis il va y avoir une cohorte qui va cheminer ensemble, ce qui est génial aussi, parce que du coup il y a une dynamique entre les étudiants. L'Académie de la santé intégrale, pour l'instant, il y a 1350 étudiants qui évoluent en même temps et qui interagissent, qui enrichissent même les réflexions, etc. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant de faire ce genre de choses. Voilà. Je vois ça, je vois que tu es passionné. Et du coup, je mettrai donc les liens en dessous de la description dans la vidéo, donc allez voir en dessous dans la description. Et puis, je te remercie beaucoup, Jean-Jacques, c'était très inspirant. Cet échange, c'était vraiment très intéressant et j'apprécie beaucoup aussi ta vitalité parce que tu as 63 ans mais tu as l'énergie de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Comment tu fais Tu sais, j'ai fait un programme sur le fait de vivre sans âge, de rester jeune, mais toi tu es un exemple de quelqu'un on voit que tu es en bonne santé, tu as de l'énergie, tu as de la vitalité, tu as de la joie. Tu as une hygiène de vie particulière, j'imagine? Je dirais l'essentiel, oui, évidemment, ça fait 40 ans que j'ai toujours acheté de la nourriture biologique dans la grande mesure du possible, c'est-à-dire c'est pas toujours possible de consommer 100% biologique. Quand je suis au restaurant, quand je suis en déplacement, c'est rare quand je trouve un restaurant biologique, mais je dirais que à la maison, c'est de la nourriture biologique, voilà. Sauf exception, à base de beaucoup de légumes et de fruits, beaucoup crus d'ailleurs. Donc en fait tous les jours, ma femme actuelle et moi, on se fait des grandes salades et ça fait partie, je dirais, d'un de nos 2 repas par jour, puisqu'on pratique le jeûne intermittent. Mais sinon, en termes d'hygiène de vie, paradoxalement, je ne fais pas de sport. Et j'ai même collaboré avec un ancien champion du monde de course à pied en entreprise, à l'époque où j'étais formateur en entreprise. Et lui, il disait d'ailleurs, ça ne sert à rien de faire du sport, ça peut être très mauvais pour la santé si on fait ce sport de façon inconsciente. C'est-à-dire, si on n'est pas à l'écoute de son corps pendant qu'on fait du sport, on ne fait que renforcer tous les blocages, toutes les tensions qui sont déjà à l'intérieur de nous. Et donc croire que aller faire son jogging 3 fois par semaine, alors qu'on vit un stress permanent au niveau du boulot, par exemple, si on n'apprend pas ce qu'il appelle lui la course zen, en étant
surtout à l'écoute de son corps, ben, en fait, on fait pire que mieux. Bon, donc en fait, moi, je fais très peu de sport, juste en vacances. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que je monte sur un cours de tennis et je suis capable dès le premier jour de faire 3 heures de tennis, d'avoir 2 heures de cours et d'entraînement intensif. Je cours sur toutes les balles. D'ailleurs, mon prof me dit mais attends, t'as quel âge toi pour courir sur toutes les balles comme ça? Mais surtout, mon hygiène, c'est une hygiène émotionnelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui me fait un sale coup, je vais pas ruminer pendant 100 ans, hein, même pas pendant 5 ans, même pas pendant 10 heures. Je vais prendre mon téléphone ou je vais me rendre chez la personne et je vais lui dire ce que j'ai sur mon cœur. Et pour moi, je crois que c'est ça la clé essentielle de ma santé aujourd'hui. Alors que j'ai été malade pendant toute mon adolescence et le début de ma vie d'adulte, j'ai une hygiène, je suis intransigeant au niveau de mon équilibre émotionnel. Okay. Quelqu'un me fait chier, ben, je vais le trouver. Et voilà. Tu t'expliques avec lui, ouais, c'est ça, tu t'expliques, ouais, d'accord. Voilà, mais je vais pas le massacrer pour autant. Je vais simplement, parce que là, j'ai appris à dire mes ressentis de façon respectueuse, qu'ils soient audibles pour l'autre, etc. J'ai vu que tu travailles beaucoup sur le domaine des émotions et que tu enseignes beaucoup à ce niveau-là. Mais c'est ça mon hygiène de vie. Ouais. C'est vraiment de maintenir un niveau de stress extrêmement bas. Même si je travaille 80 heures par semaine, j'ai pas l'intention d'être retraité un jour. C'est une décision. Oui, je pense que aussi une des clés, c'est que tu te sens jeune aussi. Tu te t'identifies pas à quelqu'un de 63 ans, quoi, en fait. Ah non. Moi, j'ai eu un choc quand j'ai reçu un courrier de ma commune au Québec qui disait vous êtes éligible maintenant pour les activités de nos aînés. Et alors, quand j'ai regardé ce qu'ils proposaient comme activité, mais je dis mais attends, mais c'est pour des gens qui ont 120 ans là, c'est vraiment c'est nous prendre pour des hein, et quand j'entendais aussi en 2020, en 2020 j'avais pas encore 60 ans, mais j'avais 59 ans, mais quand j'entendais que les personnes à risque doivent aller se faire vacciner les premiers, hein, en 2021 en fait j'avais exactement 60 ans, je suis né en 61. Et je me disais, est-ce que je suis une personne à risque, moi? Vraiment, j'avais l'impression d'halluciner, quoi. Donc ouais. Oui, je me sens absolument pas vieux. Et j'ai beaucoup d'humour aussi, beaucoup d'humour de moi. Tu dramatises pas, quoi. Tu dramatises pas, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Et c'est pour ça que dans les conversations du lundi, par exemple, je fais le mariole, mais en permanence. Et d'ailleurs, les gens, ça les amuse. Quand je suis à poil dans mon étang, et que je joue le poisson rouge pour expliquer que nous sommes comme des poissons rouges dans leur bocal et qui n'ont pas la conscience qu'ils sont enfermés dans un bocal et ils croient que le monde se limite à leur bocal, ben, je plonge à poil dans mon étang et je suis avec j'ai mis ma caméra sur un plateau qui flotte avec les nénuphars. Bon, je connais pas beaucoup de gourous ou d'enseignants ou de maîtres spirituels qui fait le mariole comme moi. J'ai fait des vidéos dans ma baignoire, j'ai fait des vidéos au volant de ma voiture, sur un kayak, etc. Enfin, c'est vraiment, je me prends pas au sérieux, mais je fais les choses très sérieusement et très professionnellement. Mais ma petite personne, franchement, on s'en fout, quoi. Hein. C'est ça. Mais ce que tu dis là, c'est une des clés essentielles. Je me rends compte de plus en plus de dédramatiser, de prendre les choses avec humour, avec légèreté. Oui, j'aurais pu faire 10 cancers avec tous les suivis. C'est voilà, ok. C'est votre job à vous de me taper dessus. C'est très bien. Pendant ce temps-là, les autres, ils peuvent continuer à travailler en paix. Essayez toujours de me vexer, quoi. Ouais. Ben, merci beaucoup, Jean-Jacques. Écoute, tout ça, c'est très inspirant, toutes ces clés. Écoute, merci encore d'avoir accepté cette interview. Je te laisse le mot de la fin si tu as encore envie de dire quelque chose. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur pour la suite, en espérant écoute, voilà, que ça continue comme ça, parce que cette énergie, elle est contagieuse, elle est belle. Oui. Oh, ben, le mot de la fin, c'est
Je pense que nous sommes, d'abord, c'est te remercier, Eric, de ta persévérance, parce que ça fait plusieurs mois que tu m'avais invité, j'avais dit oui, puis j'ai pas fait le suivi, etc. Donc, merci pour ta persévérance, merci de me donner l'occasion d'entrer en contact avec peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Mais ce que je veux dire à chacun et chacune qui nous écoute aujourd'hui, c'est nous avons chacun notre part de colibri à faire et ne doutons pas que la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Je donne cette image de deux pièces séparées par une porte. Hein, j'ai déjà raconté plusieurs fois ça. Si il y a une pièce qui est complètement dans l'obscurité, l'autre pièce qui est complètement illuminée. Si on ouvre une porte, si on entrouvre une porte, on ne verra jamais un ray d'obscurité dans la pièce lumineuse. On verra toujours un ray de lumière dans la pièce obscure. Et je pense que nous avons tous la responsabilité de garder la lumière à l'intérieur de nous et autour de nous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup pour ce beau mot de la fin. Je te souhaite une belle journée. Merci Eric. Au revoir.